Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo, une vidéo de chimie qui s'adresse plus particulièrement aux élèves de terminale scientifique dans le thème ondes et matières. Nous allons aujourd'hui étudier l'identification des molécules par spectroscopie infrarouge. Alors plutôt, nous allons donner les méthodes qui permettent à un élève de terminale d'identifier des molécules simples par les spectres infrarouges donnés par exemple à l'écrit de baccalauréat. Alors le principe de la spectroscopie infrarouge est le même que pour la spectroscopie visible, sauf que la source de rayonnement est différente. Donc on utilise une source de lumière polychromatique infrarouge qui traverse un système assez complexe, mécanique ou optique, qui permet de sélectionner une longueur d'onde bien précise. Donc c'est le rôle du monochromateur que j'ai ici schématisé par un simple prisme. Et cette lumière monochromatique est envoyée, enfin cette radiation lumineuse monochromatique est envoyée au travers de l'échantillon et on mesure l'intensité après traversée divisée par l'intensité initiale, ce qu'on appelle la transmittance. Voilà, alors les infrarouges ont été découverts au tout début du 19e par Herschel, qui était un grand astronome, et les infrarouges ont été utilisés en spectroscopie, surtout à partir du milieu du XXe siècle, où il fallait un appareil capable d'analyser, en particulier faire des analyses mathématiques par transformée de Fourier. Donc il a fallu attendre un certain temps avant d'avoir ces appareils. Les élèves de terminale vont disposer de spectres, comme ici, et le but sera d'identifier parmi plusieurs possibilités la molécule correspondant à ce spectre. Alors pour comprendre la forme des spectres infrarouges, on va d'abord se pencher sur les spectres d'absorption dans le domaine visible. On a ici un spectre d'une lumière polychromatique qui traverse un échantillon de vapeur atomique. Ici, une vapeur de gaz hydrogène. Les atomes d'hydrogène ont des niveaux d'énergie et les électrons peuvent occuper ces différents niveaux d'énergie. Alors, ils occupent les niveaux d'énergie fondamentale, mais par suite d'absorption, ils peuvent voir leur niveau modifié. C'est ce qu'on appelle une transition électronique. Eh bien, l'énergie qui correspond à ce saut, eh bien, donne une longueur d'onde caractéristique de l'élément chimique. Donc à chaque fois qu'on a une raie noire, cela correspond à une transition électronique. Lorsque la différence d'énergie entre les niveaux est de l'ordre de grandeur de l'électronvolt, on est dans le domaine du visible. Donc on a des absorptions dans le spectre entre 400 et 800 nanomètres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour une molécule de la chimie organique ? Eh bien, comme précédemment, on a des niveaux d'énergie électronique, mais cette fois-ci pour les différents atomes qui constituent la molécule. Donc, exactement comme pour les atomes, les électrons des atomes constituant les molécules peuvent changer de niveau et peuvent créer des absorptions, éventuellement dans l'ultraviolet, voire même en rayon X. Mais on a également des énergies, des niveaux d'énergie correspondant à des états de vibration des molécules. Ici, on voit des molécules avec différents états de vibration. Des états de torsion, des états d'étirement, où on voit que la distance interatome change, et tout cela coûte de l'énergie. Et bien de la même façon que les électrons peuvent changer de niveau, les molécules peuvent changer de niveau d'énergie, de vibration, et ces niveaux d'énergie sont bien plus faibles que les niveaux d'énergie électronique. Donc on imagine une molécule de la chimie organique qui contient plusieurs atomes, donc il y a plusieurs liaisons entre ces atomes, et toutes ces liaisons vont absorber à des longueurs d'onde très particulières, et tout ce mélange de transitions possibles fait qu'on n'a plus des raies noires à une longueur d'onde bien précise, comme c'est le cas dans l'absorption visible par les gaz d'atomes, on a ce qu'on appelle des bandes d'absorption. Parce qu'il y a une multitude de
transition entre les différents niveaux d'énergie. Alors, il n'y a pas aussi que les énergies de vibration, il y a aussi des énergies de rotation qui sont encore plus petites. Bref, tout cela fait un continuum d'absorption à différentes longueurs d'onde. Alors, oubliez ces modes de vibration, ces modes de rotation, ces niveaux d'énergie. Retenez simplement qu'une bande d'absorption est due à une liaison de la molécule. Quelquefois, elle se chevauche, mais en tout cas, chaque bande est caractéristique d'une liaison dans la molécule. On parle donc pour les spectres infrarouges de bandes d'absorption et non pas de raies d'absorption. Alors, lorsqu'on voit un spectre, on voit qu'il est gradué en nombre d'ondes, j'y reviendrai tout à l'heure, et là on va s'intéresser à l'ordonnée. L'ordonnée est graduée en transmittance. Lorsque je suis en haut de la courbe, j'ai une transmittance égale à 100%, ce qui signifie que l'échantillon n'absorbe pas. Une transmittance de 100% signifie que 100% de la lumière incidente traverse l'échantillon. Inversement, lorsqu'on est situé en bas du spectre, on a une faible transmittance et donc une forte absorbance. Pour ce qui est de l'abscisse, eh bien, il est gradué en cm-1 et le cm-1 est l'unité utilisée en spectroscopie infrarouge pour le nombre d'ondes. Donc généralement, les spectres s'étendent de 4000 cm-1 à 500 cm-1. Alors, bizarrerie, il est gradué en nombre d'ondes décroissant, de 4000 à 500. Alors, cela vient du fait qu'historiquement, eh bien, les premiers spectres étaient obtenus sur des bandes de papier qui se déroulaient, et les premières mesures qu'on obtenait étaient à 500. Il faut imaginer donc une imprimante avec un papier déroulant, et petit à petit, eh bien, on obtenait le résultat à 600, 700, 1000, 1500, etc. cm-1. Alors, il faut savoir vérifier qu'on est bien dans le domaine infrarouge. Donc, 4000 cm-1, ça correspond à quelle longueur d'onde? Eh bien, je prends l'inverse. 1 divisé par 4000, j'obtiens donc un résultat en centimètres. Et ensuite, je fais ma conversion pour avoir le résultat en nanomètres. On trouve 2000 nanomètres à 20 000 nanomètres, correspondant à 500 cm-1. On est bien au-delà des 800 nanomètres, on est bien dans l'infrarouge. Alors, une fois qu'on a compris les abscisses et les ordonnées d'un spectre infrarouge, il faut savoir décrire les bandes d'absorption. Donc là, c'est tout simple, il suffit d'avoir le vocabulaire bande d'absorption très large, large, fine, très fine. Ensuite, sont-elles intenses? On dit aussi fortes, ou sont-elles faibles, ou peu intenses. Donc ici, on a une bande très large, relativement intense, et ici une bande large très intense. Ici, pour exemple, cette bande large, elle correspond à une liaison, c'est la liaison C double liaison O, présente dans les acides carboxyliques. Tandis que celle-là, elle correspond à la liaison OH des acides carboxyliques. Alors il faut également savoir situer sur l'axe des abscisses cette bande. Bon, ben là, c'est une large bande d'absorption autour de 3100 cm-1. Celle-là, une large bande d'absorption autour de 1720 cm-1. Autre exemple, eh bien ici, on a une bande fine et intense. Elle correspond à une liaison, laquelle, il se trouve que c'est, encore une fois, la liaison C double liaison O de l'acide carboxylique. Alors, quelle méthode lorsqu'on doit identifier des bandes d'absorption à une liaison d'une molécule? Eh bien, la première des choses à faire, c'est d'identifier les groupes caractéristiques de la molécule présentée ou candidate qui pourrait correspondre au spectre. Donc ici, c'était un sujet de bac où l'on nous demandait d'identifier les liaisons responsables des bandes d'absorption 1 et 2 sur ce spectre. Donc la première des choses, identifier le groupe caractéristique. Donc ici, on a le groupe caractéristique carboxyle. L'ibuprofène est un acide carboxylique. Une fois que l'on sait le groupe caractéristique,
Et seulement à cette condition-là, on passe à la suite. La suite est d'identifier les bandes d'absorption par comparaison avec des tables qui nous seront données le jour du bac. Donc on regarde, on n'a pas 36 000 liaisons à étudier, on a 2 bandes. Eh bien on regarde tout de suite les bandes du groupe caractéristique. Car c'est lui qui est important en chimie organique. C'est la présence des groupes caractéristiques qui va vous permettre d'identifier les molécules. Alors la spectroscopie infrarouge, quelquefois, ne suffit pas. On verra, il y a aussi la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Mais déjà, on a de précieux renseignements avec le spectre IR. Alors ensuite, il suffit simplement de comparer. On nous donne une table. Eh bien, j'ai le groupe OH d'un acide carboxylique. Eh bien, je le trouve dans la table. Il est là. Je vérifie. Nombre d'ondes 2500-3200, une bande large, intensité variable. Bon, eh bien ici, j'ai une bande large. Est-ce qu'elle correspond au nombre d'ondes données dans la table? Oui, on voit bien que ça va de 2005, 2006 à 3000, 3003. Bon, ça correspond bien à ce qui nous est donné pour l'acide carboxylique. D'autant plus que dans ce sujet, on nous donne la molécule. Donc là, il n'y a pas trop d'efforts à faire. Ensuite, eh bien, on a l'autre bande. Il suffit de vérifier. Il s'agit de la liaison C double liaison O. On a un nombre d'ondes ici, 1700-1725. L'intensité est forte. Et la largeur de la bande est fine. C'est exactement le cas pour cette bande d'absorption. Donc faites attention, dans la suite, une bande d'absorption, c'est toujours une liaison présente dans la molécule qui est responsable de cette bande. Alors, application de la spectroscopie infrarouge, on a ici une synthèse, la synthèse de la benzocaïne. Et le responsable de la synthèse au laboratoire veut s'assurer qu'effectivement l'acide 4-aminobenzoïque s'est bien transformé en benzocaïne. On a 2 spectres, le spectre de l'acide carboxylique et le spectre du produit obtenu. On n'est pas sûr que ça soit de la benzocaïne, on en fait un spectre. Alors on voit tout de suite la différence entre ces 2 spectres, il manque cette bande d'absorption qui n'est plus présente dans le produit obtenu. Eh bien, cette bande, c'est la bande d'absorption due à la liaison OH. Et donc, on a la certitude que cette liaison OH a disparu, ou en tout cas qu'elle n'est plus, dans ce... Enfin, il n'y a plus ce composé. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers rôles de la spectroscopie infrarouge. C'est de vérifier qu'en synthèse, on ne fait pas n'importe quoi. Alors un autre point très important, dans les programmes de Terminal S, il faut savoir identifier la liaison OH, et en particulier la liaison OH liée ou pas, par liaison hydrogène. Alors on a ici 2 spectres, le spectre du butane 1-ol en solution pure, et le spectre du même composé en phase gazeuse. Donc on a en fait 2 spectres qui se ressemblent beaucoup. Alors, petite remarque, cette zone-là, en dessous des 1500 cm-1, les terminales n'ont pas trop à s'en soucier, parce que c'est une affaire de spécialiste que de savoir manipuler cette zone-là du spectre. En terminale, on s'intéressera essentiellement au nombre d'ondes supérieur à 1500. Alors, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'absence de cette large bande dans le butane 1-ol en phase gazeuse. Alors, d'où cela vient-il? Eh bien, c'est toujours une vibration des atomes, des liaisons de la molécule. Il se trouve qu'en phase gazeuse, on n'a pas de liaison hydrogène, tandis que ces liaisons hydrogènes existent en phase condensée, en solution. Alors, que sont les liaisons hydrogènes? Eh bien, on a ici, en formule topologique, le butane 1-ol, avec l'oxygène qui porte ces 2 doublets non liants, et l'oxygène est un élément très électronégatif. Il attire à lui ce doublet d'électrons parce que l'atome d'hydrogène est très faiblement électronégatif. Donc il y a une dissymétrie, les électrons ont tendance à plutôt venir sur l'oxygène. En plus de cela, l'oxygène possède 2 doublets non liants.
Donc on a ici toutes les conditions pour que cet atome d'hydrogène qui porte une charge légère delta+, soit attiré par cet atome d'oxygène. Et donc on a des liaisons intermoléculaires. Et ce type de liaison intermoléculaire, avec cet atome d'hydrogène, qui est attiré par cet atome d'oxygène, eh bien ce type de liaison s'appelle la liaison hydrogène. Et donc en phase gazeuse, elle n'existe pas cette liaison, parce que les molécules sont trop éloignées pour que cet hydrogène-là puisse être attiré par cet oxygène-là. Il faut bien voir que là, on a deux molécules différentes. Ça n'est pas une liaison dans la molécule, c'est une liaison entre molécules. Conséquence, au lieu d'avoir uniquement l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène qui vibrent et qui, par exemple, modifient leur distance l'un par rapport à l'autre, on peut imaginer un ressort entre l'oxygène et l'hydrogène, eh bien, il n'y a pas que cette vibration de possible, il y a aussi toute l'interaction due à cette liaison hydrogène, ce qui crée toute une multitude d'états vibrationnels possibles et de transitions dans les états de vibration et de rotation. Et on observe alors cette large bande caractéristique des liaisons OH. Tandis qu'en phase gazeuse, eh bien, cette liaison OH se manifeste ici par cette petite bande d'absorption, mais il n'y a pas cet étalement dû aux liaisons hydrogènes. Alors faites bien attention, hein. Un piège classique consiste à dire qu'ici on a la liaison hydrogène. Pas du tout. Cette bande d'absorption est due à la liaison OH de la molécule de butane 1-ol. Et c'est parce qu'il y a des liaisons hydrogènes qu'on a en plus ces bandes d'absorption en phase condensée. Alors si on revient sur un des spectres qu'on a regardé précédemment, eh bien cette large bande située aux alentours de 3200 cm-1 est caractéristique de la liaison OH. Donc à chaque fois, quand vous aurez une large bande ici, vers les 3000, 3100, 3200 cm-1, elle sera due aux liaisons OH de la molécule. Voilà, je reviens encore une fois sur la méthode. Quand vous avez un spectre et des molécules candidates, la première des choses, c'est de déterminer les groupes caractéristiques. Puis, une fois que vous les avez, vous allez dans la table et vous allez chercher les liaisons de la molécule correspondantes à ce groupe caractéristique. Et ensuite, par comparaison, vous allez regarder votre spectre et vous allez faire des correspondances avec les tables de données spectroscopiques. Voilà, bon courage, merci à vous de votre attention et à la prochaine vidéo.